je ne devrais pas, quand on le dit, quand elle me le dit, parce que je n'ai pas tellement l'occasion de mettre en partage ce que je connais ailleurs, avec, dans d'autres circonstances qu'avec Cécile. Mais je me rends tout à fait compte que je commets encore une fois quelque chose qui est un peu de l'ordre de la blessure. Je blesse. C'est à ce moment-là de la... Je ne sais pas si je dois dire de la rêverie qui nous avait saisis ou du charme dans lequel on était entré, mais Cécile s'est mise à parler du village où elle a vécu en Lituanie. Et de tous ceux qui autour d'elle avaient aussi les poumons esquintés. Elle commença par me dire leur nom, ce qu'elle m'avait déjà dit bien souvent, mais elle le disait au ralenti, comme si je devais vraiment les retenir, comme une bonne et dernière fois. Mais aucun ou peu de tous ceux qui avaient ces noms-là n'a pu mourir de ce mal profond qui les avait esquintés. Je connaissais ces passages chez Cécile. Ça pouvait l'apprendre en entendant de la musique. Ça pouvait aussi en marchant, en étant dans un bois. On marchait, on faisait voler les feuilles avec nos pieds. Et tout à coup, il se produisait comme un déclic en elle. Mais je dirais que nos natures, la sienne, la mienne, nos natures ont été en quelque sorte trempées dans des... Je ne peux pas dire que ce sont que des événements. À des niveaux absolument différents, incomparables et même irrapprochables l'un de l'autre. Nous comprenons très bien ne serait-ce que dans une nouvelle entendue et saisie sur le petit poste de la radio, ou dans un journal, ou dans un livre. Récemment, elle me disait, elle était en train de lire pour je ne sais pas, la xème fois Rilke, mais elle ne se souvenait pas avoir lu la nouvelle dont le titre exact m'échappe, mais il est question du bon Dieu, et dans laquelle Rilke, parlant d'une église que des Polonais voulaient non pas visiter, mais dans laquelle les Polonais voulaient entrer. Mais la clé de l'église avait été donnée par un Russe à un Juif. Et Rilke dit, le Juif, pour laisser rentrer les Polonais, se faisait payer, demandait un bakchich. Moi, j'avais lu ça, je crois que c'est le tome 2 de Rilke. J'avais oublié cette histoire-là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien là-bas.
Et puis Cécile sans doute aussi, puisqu'elle l'avait lu. Mais ça avait été un petit peu gommé. Or, chez Rilke, ça, c'est extrêmement rare. Il a eu 2-3 mots sur ceux qui ont besoin, pour réaliser, de s'assimiler la pensée des autres. Bon. Mais là, c'est délibérément... il n'y a pas d'erreur possible. C'est une... Camper un personnage qui est juif et qui abuse de sa situation pour faire payer plus cher des Polonais qui déjà, on le sait, n'aiment pas les juifs, pour pouvoir rentrer dans l'église parce qu'il est le seul à détenir la clé, c'est très blessant. Il y a le commencement du long monologue, mais j'y étais, je l'entendais, que Cécile tenait en étant serrée contre moi et recouverte, roulée dans ma robe de chambre, allait tout doucement descendre la pente. Et elle avait énuméré les noms de ceux qui, là-bas en Lituanie, avaient eu les poumons esquintés, mais en énumérant les noms et en les détachant, Léo, Ratkel, Ratonbal, etc., comme si je devais définitivement les retenir. Je savais que aucun, ou si peu, n'a pu mourir de ce mal profond. Tous ont été assassinés par les nazis, sur place. Ce sur place qui me fait toujours sursauter lorsqu'il est prononcé devant moi. Car sur place, à mes oreilles, ça signifie qu'un homme sort son arme et descend un autre homme, ou une femme qui tiendrait son enfant. Sur place, disant aussi avoir été arrêté et, là où c'est arrivé, être peut-être suspendu par les pieds ou saigné. Je m'excuse de dire ça, mais je l'ai vu, la tête en bas. Un des nôtres, comme on dit. Ouais. On l'a retrouvé, mais pas vivant. On a fait une grande battue. On se disait, il a été blessé. Il était blessé, puis il est dans les bois, il ne pouvait pas être ailleurs. On n'allait jamais ailleurs. On allait sur les routes qui traversaient les bois. On n'allait pas dans la plaine, on n'était pas fous. Donc lui, il avait été blessé. Il n'était pas revenu, mais on allait le trouver. Et on l'a trouvé, comme j'ai dit, sur place, là où il a été piqué, par les pieds pendus, la tête en bas. Il a vu son sang couler jusqu'au bout de son nez. Il avait bien fondu ça, par en dessous, là. Il avait les yeux pleins de sang. Tout ça, ça avait caillé. Puis Cécile s'est levée. Elle est sortie de ma robe de chambre. Je lui ai dit, tu vas où? Elle me dit, je vais aller chercher ma boîte à photos. Je l'ai suivie. Sa boîte à photos, c'est une boîte à chaussures pleine de photos. On était dans son petit atelier en bas, près de la cuisine. On a retrouvé la chatte et la chienne. Elle se met sur son petit divan. Il y a aussi un divan dans son atelier. Elle étale les photos. Elle les sort, une à une. Elle fait comme une grande réussite sur son petit divan. Moi, je suis au bout. J'ai Zaza qui est contre moi, qui regarde les cartes. Il y a Sirène qui est à côté de Cécile, qui regarde aussi les cartes. C'est des photos. Elle me montre d'un doigt celui-là, celui-là, celle-là.
Beaucoup d'enfants mitouflés, les yeux cernés. Puis tout à coup, elle me dit, la voix toute gaie, toute jeune. Faut entendre Cécile au téléphone quand elle rit. Elle a 15 ans. Un très grand et très beau rire. Une sorte de... Il y a de l'oiseau dedans. Et c'est pas un roucoulement. C'est un éclat, c'est un oiseau qui chante très fort. Il n'y a pas de cri. Chez elle, il n'y a pas de cri. Je crois qu'elle sait qu'il ne faut pas crier. On ne crie qu'à de rares occasions. C'est pas comme moi. Moi, je crie trop dans le fond. Quand ça va pas, non pas je crie, je gueule, non. Mais au fond, je n'ai pas toutes les fois une douleur qui nécessite le cri. Quelquefois des petites choses. Ça nécessite de fermer sa gueule et puis de se dire ça va passer. Alors elle m'a dit ça c'est moi. Je la connais la photo. Je la prends. Je cherche ce qu'il y avait de Cécile là et de la femme qui maintenant est à côté de moi. Les jambes en tailleur. Rien ne nous prédestinait à nous croiser. Rien ne nous conduisait dans une voie aussi rigide que celle qu'est la nôtre depuis maintenant 45 ans. Cécile, hein? On approche des 45 ans ensemble. Hein? Pas le record qu'on cherche, mais... D'accord, de temps en temps, on a des dégringolades. C'est pas possible autrement. Tu connais, toi, des arbres qui perdent pas des branches? Alors, mais quand même, 45 ans. On ne devait pas se croiser. On a tellement frôlé le vide, toi dans ton coin et quand même moi dans le mien. Bien sûr, toi, beaucoup plus. Ça nous arrive quelquefois, c'est la nuit, ça. Quand il y en a un des deux qui est éveillé et qui entend l'autre à qui il prête de ne pas être profondément en train de dormir et qui demande « Tu dors ?» Rien de tel pour sortir de son tout petit sommeil, là. Et qui dit non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a que... Même si on a été esquinté, on est passé au travers de ça. Tandis que on ne devait pas passer au travers de tout ce qu'on a pu connaître. Même s'il y avait que 2-3 circonstances. C'est pas des accidents de voiture, ça. C'est autre chose. Tu sens que tout appuie. Ouais. Et c'est dans la nuit que ça nous revient. Là aussi sur le bout du lit. Un petit détail. D'autres diraient une circonstance. Moi, j'aime pas ça. C'est pas les circonstances. C'est une pierre qui lâche, qui tombe. Et allez savoir ce qu'elle va faire, cette pierre, en tombant. Elle va entraîner quoi? Encore une autre pierre, un peu plus grosse qu'elle. Mais grâce à l'élan qu'elle avait pris, elle a réussi à en faire bouger une qui fait le double, le triple d'elle. Et celle-là, où est-ce qu'elle va aller? C'est ça. Ah, on ne peut pas parler de circonstances, bien sûr. La première qui a commencé à tomber, comment c'est arrivé? Le doigt de Dieu, tu parles. Ça aurait pu être quoi, là? Et là, et là. Tout était tendu. Tous les pièges étaient bien mis en place. Pour qu'on ait qu'à nous prendre. Pour que la promenade, si c'était une promenade, en admettant que la vie soit une promenade, pour que la promenade s'arrête. Là. Elle continue à sortir toutes ses photos. Elle est pratiquement au bout. Ça fait au moins 20 fois, même plus, que je la vois faire ça. Après, elle les range. Il y a toujours un ordre. Bien sûr, c'est la Lituanie, puis il y a Parage, puis il y a aussi la famille. Puis après, ça se mélange. Là, elle ramasse tout avec ses petites mains. Elle fait comme un toc, 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 toc.
puis elle les serre, elle les cogne, elle les remet à peu près d'aplomb, bien droites les unes les autres, puis elle les rebourre dans sa petite boîte à chaussures. Elle remet le couvercle. Zaza saute par terre. Elle croit que, bon, il y a quand même quelque chose à manger. Sirène, elle la regarde de loin. Sirène, elle sait que c'est pas l'heure à laquelle on mange. Cécile me dit, tu crois pas qu'on pourrait s'habiller? Oh, on est pas mal comme ça. Ah, mais on n'a pas chaud. Allez, on monte. On fait signe aux bêtes. Vous venez? Allez, on monte. Zaza sait pas ce qu'on fait, mais elle saute de joie. On lui a adressé la parole, elle est heureuse. Sirène, voyant Zaza heureuse, elle saute aussi par terre. Elle regarde presque au plafond. Miaou, miaou. Ça veut dire, je sais pas, mais je suis là. Et on monte. On arrive au premier. Cécile file dans sa petite pièce. Je l'entends qui, fermant sa porte, accroche sa robe de chambre. Cécile doit être toute nue. Moi, je le suis aussi. Je m'habille. Je me rappelle. J'étais dans un rêve encore, mais j'étais pour la première fois de ma vie. Et dans la réalité, c'est tout à fait exact. Dans une salle où et certainement un conférencier allait nous entretenir d'un sujet. Je suis allé 2 ou 3 fois entendre des conférenciers, et les 2 ou 3 fois, c'était à la salle de Société Savante, pas très loin de la place de l'Odéon. Une fois, j'y étais allé avec Breton. Je me souviens plus ce que c'était. Je me demandais ce que j'étais venu chercher là. Pas dans la réalité, dans le rêve que je venais de faire. Autour de moi, parmi les chaises vides, quelques personnes attendaient. La salle était davantage pour les projections de films que pour des rencontres plus feutrées où la parole prime nécessairement sur l'image. Mais une musique coulait tout doucement. Je commençais à m'impatienter. C'est alors que j'ai vu s'avancer un homme qui immédiatement se lança dans un discours véhément où je ne saisissais que très peu de mots au vol. Il plaidait pour un retour des révolutionnaires au pouvoir. Je me demandais vraiment ce que j'étais venu foutre là. Tout à coup, c'est moi. Je me levais et je le priais de m'excuser. Je lui disais mon désir de quitter la salle. Alors il m'a pris à partie. Les quelques rares personnes qu'il y avait dans la salle aussi, et au bout d'un moment, j'étais entouré puis bousculé par un petit groupe. Je montais sur une chaise et d'un élan pathétique, sentant que j'allais me mettre à pleurer, je criais « Les liqueurs sacrées sont au même nombre chez la femme que chez l'homme ». Je n'ai jamais su qu'est-ce que j'avais voulu dire. Les liqueurs sacrées sont au même nombre chez la femme et chez l'homme. La salle se mettait à rire. Je ne savais plus quoi faire, descendre de ma chaise. J'étais en nage. Je me suis mis à crier. La femme a son sang, son lait, son urine. Hurlement dans la salle. On criait, on se tordait, on me demandait de continuer, surtout de continuer. Un type avait mis la musique encore plus fort que tout à l'heure. Je voyais des hommes et des femmes rouler par terre comme de jeunes enfants qui se vautraient dans le sable, dans le foin. Puis tout à coup, je me suis mis encore à crier. Et l'homme, il a son sperme, son sang et son urine. Du coup, on m'a fait tomber de la chaise. J'étais en équilibre, j'ai roulé. J'avais une grosse corde dans la main. On m'a poussé vers une cabine. J'ai vu qu'il y avait là un projecteur qui était en marche. J'étais sûr qu'on allait projeter un film. J'étais enfoncé dans la chambre. Quelle était cette chambre? Je me sentis entraîné sur une bobine qui se déroulait sur la pellicule comme sur un tapis roulant. Autre tapis roulant, celui de mon exaltation dans le début de l'occupation. Seul mon père a disparu. Je sais qu'il a été blessé grièvement. En mai 40, ne pouvant parler avec ma mère qui s'enfonce, c'est en tous les cas ce que je crois et ce que je vois, dans la folie. La nuit, elle se lève et comme un somnambule marche dans les pièces de l'appartement qu'elle vient d'obtenir. On est au premier étage de l'immeuble. Je ne dors pas. Ma vie, si l'on peut parler d'une vie pour moi,
qui sait combien je suis démuni sur tous les plans, m'apparaît alors complètement terminé, fini. Je suis au bout. Dans peu de temps, j'arrêterai. Dans peu de temps, mes pieds ne pourront plus se soulever. Je ne peux parler avec personne. Et si une oreille se prêtait à ça, à peine me serais-je approché de quelqu'un que je devrais me taire. Je sais que je ne sais pas parler. C'est une époque où je peux dire je ne sais pas lire. À plusieurs reprises, j'irai tenter ma chance auprès des camarades de mon père ou des amis de ma mère. Je n'arrive à rien. Chez l'un ou chez l'autre, je suis gauche. Il y a comme un contraste entre ma mise, qui selon ce que je porte, va de la tenue bleue de l'ouvrier qui se tient à propre, arrangeant son allure par une cravate noire que je ne quitterai d'ailleurs pas. On me fait m'asseoir, je bois un coup, je me demande ce que je peux bien dire, puisque je suis venu faire là. Je suis alors questionné. Ce serait presque réussi le soir où, à la fin de l'année 40, je me trouve chez Marie, une Italienne qui fait de la couture. Elle élève ses enfants, son mari est maçon. Ce soir-là, dans la pièce unique qui sert de cuisine et de chambre, une lueur se lève lorsqu'on me demande si j'ai un travail, des copains, et si l'appartement où on vit depuis peu me plaît. Il y a de la place, me dit la cousine. C'est le drap noir qui tombe. Je n'ose pas dire, mais je regrette ma cave. Plus notre rencontre se déroule, plus je me renferme. Ici comme ailleurs, je ne peux même pas parvenir à dire quoi que ce soit. Marie me fait venir alors au fond de la pièce, derrière un rideau où se trouve un petit réchaud, une cuvette. En dessous une table, il y a un seau hygiénique. Elle veut que je tienne le moulin à café pendant qu'elle va tourner la poignée. J'ai du mal à maintenir droit le moulin et le tiroir qui s'emplissait de café moulu tombe par terre, le café se répand. J'ai un mouvement de colère, je lui dis « j'aime pas faire ça ». Je me penche pour ramasser le tiroir. Marie me dit « ne bouge pas ». Je suis interloqué, confus, je ne sais pas ce qui se passe. Je me promets de ne plus aller voir les gens. À ce moment-là, je sens la main de Marie sur mon ventre. Elle entre entre mes boutons, elle ouvre ma braguette, elle sort mon sexe, elle l'embrasse. J'éjacule, je sors. J'ai pas eu le temps de me remboutonner. Je vais avoir qu'une idée, pendant des mois, ceux de l'hiver 40-41, partir. Je veux partir, quitter tout ça. Je vais corser un peu toute l'affaire en voulant partir en Angleterre, je ne sais même pas comment. Je crois qu'il faut partir des côtes bretonnes avec des pêcheurs qui gagnent la côte anglaise, tout ça est un rêve, je prends le train, je n'arriverai à rien. C'est la période aussi où je pianote sur tout ce que je trouve par esprit de rêve. Je suis certain que si j'étais ailleurs, je pourrais faire jouer un instrument avec mes doigts. Mon travail, marteau, burin, ciment, assouplit mes doigts. Je n'ai jamais rouspété contre le travail difficile qu'on me donnait à faire. Je me sens par moments pas bien dans ma tête. Les coups que je donne affermissent un petit peu plus mes muscles. Dans un vieux dictionnaire, j'ai regardé. J'ai repéré une main d'homme. J'ai étudié. Je l'ai comme découpé, analysé. J'ai rien compris. Il faut que je relise plusieurs fois le mot. Il faut même que j'aille chercher la signification de ce mot à la lettre du mot. J'arrête de pianoter dès que je ne suis plus seul. Je vais bien sûr partir en Bretagne. J'en reviens puisque j'ai rien trouvé. Je n'ai même pas pu parler aux pêcheurs. Ils marchaient sur le port, moi je marchais derrière eux, je voyais bien qu'ils partaient pas en Angleterre. Je me vois comme les insectes entre les pierres, ou bien sur les murs. J'hésite pour aller dans une direction, ou dans une autre, ou encore une autre. Je regarde toujours en arrière, si tant est qu'on puisse vraiment, à la condition qu'on s'appuie sur ce vraiment, qu'on puisse partir quelque part. Je me vois toujours en arrêt. Et au moment d'aller ici, où j'avais plus ou moins décidé d'aller, je prends toujours vers un ailleurs. C'est ce qui a fait sans doute mon dessin, sans réflexion aucune. C'est dans cette hésitation-là qu'il se fait, il se défait.
Ce qui, en ce qui me concerne, revient bien au même. Je n'ai pu faire, je n'ai pu oser prendre un crayon qu'en étant dans un état, sûrement dans un état de débranchement comme cela, dans ces moments-là. Non seulement ma jeunesse, mais une partie de ma vie avec Cécile a été un peu somnambulique. L'insecte auquel je me mettais à penser tout à l'heure, lui n'est pas menacé et contraint à tout prix pour se sauver de se jeter quelque part. Bon, il sent si on est là, si on approche la main, que là, il y a une menace, mais c'est le fait de se sauver sans objet qui le fait agir, lui. Par moments, je trouve que je suis comme lui. J'épongeais une fois à l'aide d'une cervelle. Je savais que c'était une cervelle parce que quand j'étais petit, ma mère m'achetait des cervelles. J'aimais manger les cervelles de mouton. Elle mettait ça au beurre, elle faisait cuire au beurre dans un petit plat. Plus tard, quand j'ai été un petit peu plus grand, quand elle en trouvait encore et qu'elle pouvait aussi en payer, elle mettait une toute petite pointe de vinaigre dessus. J'aimais mieux. Ça me semblait moins visqueux. J'épongeais à l'intérieur d'un crâne avec une cervelle du liquide. C'était une eau épaisse. Je caressais un chien qui mourait sur un trottoir. Une voiture l'avait projeté. Il me regardait comme l'animal peut le faire lorsqu'il attend tout d'un homme. J'ai été si fatigué. J'ai eu tellement de mal à me remettre sur mes jambes. Mais je parle de quand, là? Mais je parle d'il y a 8 jours comme d'il y a 8 ans. J'ai connu tellement de périodes à grande descente puis à grande remontée. J'ai peu parlé à des médecins, mais quand je l'ai fait, pas compris. Asthénie, oui. C'est pas suffisant. Moi, je leur demandais de me donner un petit coup de fouet. Je croyais encore au coup de fouet. J'ai même cru au petit coup d'alcool. J'en avais tellement besoin que j'en descendais des litres, uniquement pour me tenir. J'ai arrêté. Il y a quelques jours, on est allé au Cousin avec Cécile. On a pris la voiture. J'avais pensé sur le moment emmener Zaza. Je me disais, oh, elle va retrouver les chemins dans lesquels elle a couru. Elle va reconnaître des coins. Et puis, Cécile voulait faire des photos. Alors Zaza n'est pas venu. On va si rarement maintenant au Cousin. On est à la Châtre. On est à la Châtre et on n'est pas à la Châtre. Jusqu'à il y a quelques années, Cécile reculait d'aller au Cousin, de revoir le lieu où on a vécu pendant 13 ans. L'endroit où on a passé vraiment des grands chemins de vie. Elle en était toujours revenue bouleversée sans que je puisse bien la comprendre. C'est-à-dire que je comprenais qu'elle soit... que ça la ramène en arrière et qu'elle retrouve, comme avec ses photographies, des visages ou... Mais ça n'était pas nécessairement ça. La nature qui compte tant pour elle n'expliquait non plus pas tout. Son jardin, à l'époque, il était très grand, tenait une place qui recouvrait tous ses besoins de calme, de communion, d'échange, bon, tout ça. Moi, je pourrais dire que si je n'avais pas le jardin, j'avais une maison dans laquelle je pouvais me sentir complètement isolé. J'avais donc ce que je voulais. C'était pas seulement ça non plus. Mais pour elle, le jardin la reliait. Et de s'en être écarté, de ressentir à ce moment-là comme une déchirure,
ne pouvait que lui faire, voilà, cet effet-là, tristesse, larmes, grande chute même par moments. Le départ de Lacou avait été lui aussi très douloureux, mais comme elle avait des problèmes de santé et qu'on nous promettait qu'en quittant l'altitude, il y aurait une nette amélioration, le départ allait être compensé, et l'a été compensé par l'arrivée dans un endroit où elle connaissait le lieu. On y était allé plusieurs fois pendant qu'on faisait réparer la baraque. Elle savait aussi qu'en laissant un jardin à Lacou, elle en retrouvait un 3-4 fois plus grand. Mais en laissant 12-13 ans après le cousin, et en venant à la Châtre, elle laissait son jardin du cousin. Elle savait qu'elle n'en retrouverait à la Châtre qu'un minuscule. Un qui, même si c'est rare dans une ville, ne lui donnerait pas les sensations qu'elle connaissait en pleine campagne. En se trouvant à la Châtre, elle allait découvrir avec moi que cette petite ville était un panier d'intrigues, de murmures, de mesquineries, mais ça c'est rien. À ça, on peut se barricader. Mais elle n'allait pas trouver son jardin. Elle n'allait pas pouvoir toucher sa terre. Quand elle n'était pas bien, à Lacou ou au cousin, ça se voyait. Elle devenait rouge. C'est curieux, comme si elle allait pleurer d'ailleurs. Mais elle avait le visage qui devenait rouge. Et elle filait dans le jardin. Et s'il faisait mauvais temps, c'était pas grave. C'était pas grave. Ça n'était pas bien pour elle, pour une malade. On ne sort pas dans le brouillard ou dans la flotte. Elle mettait ses bottes, un ciré sur le dos. Il faisait froid. Et elle se mettait à, je sais pas, presque à faire des trous. Mais enfin, c'était pas du travail pour rien qu'elle faisait. Elle en profitait pour bêcher un peu, pour retourner, Elle faisait quelque chose. Elle usait en elle la puissance... je ne pense pas qu'on puisse dire la puissance destructrice, mais la puissance qui pouvait amener quelque chose qui était destructeur. Oui. Il y avait 2-3 paliers, 2-3 marches, mais ça émenait. Alors elle en fut, dans le début, en arrivant à la Châtre, beaucoup plus révoltée que moi. C'est là qu'elle a renoué, en fait, avec ses angoisses, et on pourrait dire même avec ses démons. Elle ne se reconnaissait pas libre de vivre à la Châtre. Elle voyait dans la Châtre les villes qu'elle avait connues dans la région de Castres pendant la guerre. Elle dit, quand j'étais dans des petites villes, que je marchais, que je me cachais, que je rasais les murs, je retrouve exactement ça ici. Et cette année, par exemple, en 94, après près de 10 ans à la Châtre, rien n'a changé dans la ville. Si on veut parler des mentalités, elles sont exactement les mêmes. Tout est puissant, arrogant, méprisant. Le seul motif de vivre ici, c'est ce qu'ils peuvent tirer de leur vie ici. On ne vit ici que pour faire du fric. Si on ne peut pas, on se tire. C'est ça ici la mentalité. Mais on y a trouvé un rythme qui, même s'il passe par des extrêmes, qui nous amène d'un point à un autre, je ne suis pas sûr, pour moi en tout cas, je n'ai pas senti d'entrave. Je suis sûr que renfermés sur nous-mêmes, n'ayant évidemment, pour ainsi dire, pas de contact avec l'extérieur, la Châtre, ça a été un approfondissement. C'est ce que l'on avait commencé au cousin et aussi à Lacou, pour ne pas dire à Corcelles, on n'aurait pas pu le mener là où on est arrivé ici. Aussi bien Cécile que moi. Mais bien sûr qu'une vie passée complètement dans la nature, ça a duré près de 25 ans. Vraiment dans le milieu rural, paysan. On a sans s'en rendre compte, cultivé
cultiver quelque chose qui a à voir avec le plaisir de regarder des arbres qui poussent, des récoltes qui se font, des hommes, des pierres, des animaux, enfin tout ce qui lie et relie la nature et l'homme. C'est au Kousa, notre enracinement, il était encore plus simple. Le lieu n'était pas habité. Il n'y avait que 3 familles, alors qu'à Corcelles, il y en avait bien une soixantaine. À la Coue, il devait y avoir une vingtaine de familles pour 50 habitants. Mais au Kousa, notre présence ne pouvait gêner personne. On était seuls au milieu de 3 autres qui étaient seuls. La question qui pouvait venir, ce serait que eux se demanderaient qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont comme métier. Ce genre de questions, pour Cécile, c'était beaucoup plus simple que pour moi. Maintenant, maintenant à la Châtre, je m'en fous. Je le dis, ça ne me gêne pas. Puis on voit que je n'ai pas 40 ans, mais quand j'avais 40 ans, qu'est-ce que vous faites? Je ne pourrais pas dire... je ne pouvais pas, j'aurais pu le faire, d'autres l'auraient fait. Mais je ne pouvais pas dire je suis artiste, je ne pouvais pas. Alors, je ne pouvais pas dire non plus je suis malade, parce que si je dis je suis malade, c'est pas bien vu, même quand on est dans un pays, quand on était à Corcelles ou à la Cour, on était entouré de sanatoriums, mais ça n'ouvrait pas les portes. Alors je répondais, quand je suis arrivé au Cousa, j'ai été instituteur. J'ai été, alors pourquoi je ne le suis plus? Oh ben maintenant, je travaille, j'ai été fatigué, alors je travaille, je fais des corrections, on peut dire tout ce qu'on veut, un paysan. D'ailleurs, il croit aussi ce qu'il veut. J'ai cru leur répondre et qu'ils me foutent la paix, mais peut-être qu'ils ont très très bien et très vite compris que j'étais pas ça. Enfin, ma réponse aussi, elle variait selon l'endroit où je me trouvais, sans être fondamentalement éloigné de ce que j'avais dit précédemment à un autre. J'avais des petits calculs à faire. J'ai jamais su si j'instruisais bien les enfants quand j'étais instituteur ou si j'étais plutôt un inspecteur d'instituteurs. Alors ça se compliquait. Mais apparemment, l'insertion, elle n'a jamais été parfaite. C'est pas la peine de chercher. Cécile, lorsqu'elle tissait, elle rassurait. Cécile, avec ses métiers à tisser, c'est moi qui avais construit les métiers à tisser. À la suite d'un achat d'un métier à tisser dont on nous avait signalé qu'il y avait quelqu'un qui, pendant la guerre, avait fait du tissage et maintenant n'en faisait plus et vendait son métier à tisser. J'étais allé le chercher. C'était un tas de bouts de bois par terre dans un coin. Et le type, je lui dis, mais moi, je ne sais même pas comment ça se monte. Oh, vous verrez, c'est facile. Il se foutait de moi parce qu'un métier à tisser, c'est quelque chose de très compliqué. Comment peut-on inventer l'utilisation des lisses? Comment peut-on enfiler des lisses? Où mettre le peigne? À quoi se rattachent les pédales? Comment deviner que les pédales se rattachent aux lisses et que les lisses s'attachent en haut du métier à tisser avec des ressorts ou des roulets, des galets? Qui est-ce qui peut inventer ça? Alors autant que je l'invente moi-même. Je suis donc revenu cette fois-là avec un métier à tisser en 1000 morceaux. J'ai passé des jours et des jours et des jours, et même des nuits. L'important, c'était d'arriver à reconstituer le cadre. Une fois que j'ai eu le cadre, j'ai commencé à entrevoir à quoi s'accrochait, dans quoi se glissait. Je faisais des essais. J'aurais pu trouver une autre machine qu'un métier à tisser. Bon. En tous les cas, Cécile a tissé sur ce métier à tisser. Et quand on était en montagne, eh ben, ça rassurait les gens. Ils entendaient la navette, ça faisait du matin jusqu'au soir, clac, 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 clac. C'était le fouet qui la lançait. Et là, on a pu dire que, ben voilà, j'étais ma femme. À d'autres moments, on suspectait, ça j'en suis certain, on le chuchotait. C'est elle qui bosse et lui, il faut rien. Après, ils sont arrivés sans doute, c'est elle qui travaille parce que lui est malade. Enfin, ça, c'était sans doute au début, mais petit à petit, les services qu'on pouvait se rendre les uns les autres, les contacts qu'on avait avec les femmes entre elles. Puis Cécile, elle sait s'y prendre avec les femmes.
petit à petit, il y en a qui sont venus chez nous. Pour Cécile, ça avait été un enracinement. Partir de Lacou, venir au Cousin, c'était encore un enracinement, et peut-être même plus profond que Lacou, plus profond. Et tant à Lacou qu'au Cousin, il était certain que là, on approchait, aussi bien elle que moi, admettons, d'une réponse. C'est-à-dire que Lacou, le Cousin, était à relier certainement au village lituanien où Cécile avait été élevée, et qui nous ramenait à la boîte à chaussures avec les photos dedans. Même si Cécile est née en France, à Paris, comme sa mère est morte un mois après sa naissance, et qu'il y avait eu un conflit entre le père de Cécile et la sœur de la mère de Cécile, tous les deux vivaient à Paris, ça a conduit la sœur de la mère, c'est-à-dire la tante de Cécile, ça l'a conduit à rendre le père responsable de la mort de la mère de Cécile, à lui arracher l'enfant et à se tirer avec sous le bras en Lituanie, où Cécile est restée jusqu'à l'âge de 8 ans, et où elle retournait d'ailleurs après, quand elle a quitté la Lituanie, jusqu'avant la guerre, elle retournait même là-bas au village. Et le village où elle a été élevée, on peut dire de 27 à, je suppose, à 34, 33, 34, même peut-être plus, 35. C'était un petit village, comme tous les petits villages, comme Lacou. On ne peut pas dire comme le Cousin, parce que le Cousin, c'était 3 maisons. Mais comme Lacou ou Corcelles, c'était des petits villages comme ça, où les Lituaniens, juifs et catholiques, ils se supportaient, je ne sais pas. Il y avait une certaine harmonie entre des groupes. Le grand-père maternel de Cécile, qui était un commerçant, avec une sorte, paraît-il, de stature imposante, faisait régner l'ordre à la façon d'un patriarche. Cécile se souvenait de lui, sa petite barbe, la moustache, la calotte sur la tête, la grande blouse noire, des grandes pompes. Il avançait dans son magasin. Il commandait à ses enfants, les filles et les garçons. Il y en avait des dizaines, là. Des nièces. C'était la famille, autour de l'homme. Une partie dilapidait complètement les biens du grand-père, mais l'arrivée d'un enfant je suppose, de 2 mois, peut-être même pas. En tout cas, l'arrivée d'un enfant, orphelin de mère, qui était né à Paris, d'un père qui était resté à Paris parce qu'il négligeait, il négligeait son enfant, qu'il ne prenait aucune précaution qu'il convient de respecter, et qu'il l'avait fait accoucher dans un hôpital catholique où le personnel, certainement de bonne sœur, avait horrifié la belle-sœur, et que la septicémie qui s'était déclarée ne pouvait être que la conséquence de la religion chrétienne, adversaire de la religion juive. On peut dire que tout ça avait fait que la petite là-bas, on l'avait couvée, on l'a couvée, elle a été élevée loin de son père, dans une maison où la langue, le goût, la nourriture, l'atmosphère, tout l'écartait chaque jour davantage d'un retour en France. Pourtant, elle y est revenue, à la demande de son père, mais avec la tante, qui s'activa à lui faire vivre ses journées, scindées en 2, une partie chez le père, une partie chez elle. Et comme ça se passait pas toujours très bien, et pour l'enfant et pour les 2 adultes, ils ont fini par s'en séparer à nouveau tous les 2, en la foutant dans un collège comme interne alors qu'elle parlait pas du tout le français. Ah, Cécile, elle pensait à son petit village qui s'appelait Kibarti, là où elle avait laissé ses oncles, ses grands-parents, ses cousines, ses amis. Elle n'arrêtait pas de penser à ça. Elle ne s'est jamais séparée de ses boîtes de chaussures qui contenaient
toutes les images photographiques de ces années-là. Et quand nous nous sommes rencontrés, nous, à Paris, en novembre 51, l'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « Moi, je sors de Kibarty ». Je lui ai dit « Kibarty, c'est quoi ça ?» Kibarty, c'est un petit village dans le haut de la Lituanie. C'est vers la mer Baltique. C'est pas loin du couloir de Danzig. Vous sortez de là? Oui. Et c'est un tout petit village ou c'est une ville? Non, tout petit village. Et là, dans le petit village, il y avait un grand magasin. C'était mon grand-père qui le tenait. Puis mes oncles le tenaient aussi, ce grand magasin. Et petit à petit, elle déroulait la pelote, sans l'emmêler, devant moi. Et quand j'ai pu aller chez elle, elle m'a montré les photographies. C'était à l'aide de photographies que je suivais à la fois sa croissance physique et sa croissance mentale. L'éveil à la vie, la petite fille emmaillotée, ficelée, posée sur une luge, qu'on a promenée comme ça, même le soir, très tard. On faisait prendre l'air aux enfants. Puis la petite fille aux joues rondes, emmitouflée dans des fourrures. Le grand-père vendait des fourrures. Il vendait des fourrures, des colliers, de la verroterie, du tissu, des chnoubbouks, de la bouffe certainement. Après, la petite fille avec des patins à glace sur la place du village. Je découvrais un village, tout plat, une grande place. Les maisons autour, ça faisait comme un carré. C'est là qu'il y avait le marché, 1 fois, 2 fois par semaine. À travers Cécile, j'ai connu, puis j'ai vécu avec elle, le rêve d'une petite fille éloignée de son père, qui savait qu'elle n'avait pas de mère, et que pour lui faire oublier le drame que tôt ou tard elle allait redécouvrir, cette petite fille-là se trouvait dans un petit village. C'était à la fois un lieu fermé, magique, où les heures, les jours, tout se déroulait au rythme disons, des rites. C'était juif, 100% juif. C'était la célébration religieuse du matin jusqu'au soir. Cécile qui regardait le verre vide sur la table qui était destiné au prophète Élie. Et dont Cécile voyait le liquide descendre tout seul. Et quand il n'y avait plus rien dedans, elle pouvait dire « le prophète Élie est passé ». Toutes les fêtes, elle était dedans. Elle se coulait entièrement dans l'eau tiède de toutes les prières. Elle passait des bras d'un oncle à ceux du grand-père pour revenir dans un autre oncle et puis se terminer sa journée dans le magasin. Là, il y en avait encore un qui disait « choisis ce que tu veux ». Cécile, elle plongeait ses mains dans des caisses. Elle ressortait des verres ou des tasses, des ceinturons, des petites billes en verre colorées. Elle se parait comme une princesse. Elle se couvrait les épaules avec des peaux de renard, des peaux d'ours. Elle chaussait des bottes de femme, des bottes d'homme. Elle riait dans le magasin. Et on peut penser à tout ça. La Coue, le Cousa, la Châtre. Il y a eu Paris après, il y a eu Paris après la Lituanie. Mais puisque je crois qu'elle avait renoué avec le jardin, avec le petit village de la Coue, de Corcelles. Elle avait renoué quelque chose. Dans le magasin, il paraît que ça sentait le cuir, les tissus, le tanin. C'était ça, sa Lituanie. C'était un jardin clos où Cécile a vécu. Et qu'à partir de 1935, revenant malgré tout chaque été, elle se replongeait quelques semaines, quelques mois. Elle retrouvait, elle renouait les fils cassés. À la Coue, dans notre maison, au centre du village, comme quand on était à Corcelles, Cécile, elle a retrouvé la neige. Au Cousin, il n'y avait pas de neige. Le froid, les odeurs fortes. Même un goût allant du laitage en passant par les crèmes, par les baies cueillies, comme en Lituanie, les mûres, les myrtilles prises dans les bois, les sortes de grands horizons.
Et quand on était, nous, sur le plateau, au-dessus de la cour, ou bien à retors, elle oubliait qu'on vivait dans les montagnes et elle s'écriait comme si elle était là-bas, au milieu des sapins, des vallonnements. Tout fait penser aux dunes. Et même ici, renards, sangliers, ils sont passés là, regarde. Elle retrouvait même les marques. Elle retrouvait aussi à la cour les paysans. Seule leur tenue différait, mais sinon, lorsque la neige était là et que les hommes se jetaient sur les épaules une sorte de grand sac, un sac en toile de jute et puis un chapeau tout cabossé, et que retournant dans leur cour ou travaillant dans la cour, relevant de la neige, ils sortaient des légumes ici et là, c'était comme là-bas, les hommes devenaient tout blancs. Le jardin aussi, il était comme là-bas. L'arrivée dans une petite ville sans horizon boisé, sans odeur, sans campagne, avec des villages fermés, glacés. Hein? Chez Cécile, ça tient un peu de la lame de couteau qui rentre. Moi, non. Ça n'a pas été ça. Nos rapports avec les paysans avaient été sans tromperie. Il y avait des petits coups de Trafalgar, bien sûr, mais à la Châtre, c'était pas du tout ça. On s'est même heurté par moments, Cécile et moi, sur des thèmes comme ça. Je voulais la convaincre, pas du tout que la Châtre était bien. Je voulais la sortir. Je me suis un peu... Je ne vais pas penser à un acharnement, mais c'est certain que j'ai voulu l'aider, mais il ne faut pas toujours aider. Il faut laisser faire le temps, et puis il faut voir. Et si la chute a été dure pour elle, tout de suite, moi j'ai pu me persuader de tirer à moi-même ce que je sais pas, je l'appelle comme ça parce que ça, je m'amuse en même temps, mais qu'une certaine distraction laiteuse ne pouvait m'offrir. Simplement de m'enfermer dans un chemin. Et nous étions convaincus tous les deux que, et ça a été très dur, hein, nous étions convaincus tous les deux que c'était un chemin intérieur, c'était à l'intérieur de nous, mais on était dedans, déjà à la cour, déjà à Corcelles, le fait d'avoir quitté Paris. Bien sûr, on a quitté Paris, puis on est tombé malade, enfin bon, je suis tombé malade d'ailleurs, Cécile a quitté Paris pour revenir ensuite à Paris, puis c'est moi qui ai rechuté. Et là, on a décidé, puisqu'elle venait d'être malade, que moi, à nouveau, je venais de retomber malade, et qu'on nous disait, ça serait quand même mieux si vous restiez par ici. Eh ben, on a joué ça. Et puis, on pouvait tenir un petit peu le coup. Il y avait un petit peu de l'aide par-ci, par-là. Bon. Mais on n'était pas au village parce qu'on aimait les paysans. Il faut quand même pas qu'on monte. On les détestait pas, alors ça, certainement. La vie villageoise nous convenait. L'isolement dont je disais avoir besoin, lui aussi nous convenait. Cécile se plaisait, mais elle n'avait que peu de... Elle n'avait que peu de... Je ne veux pas dire peu de crise, parce que ce n'est pas des histoires de crise, mais enfin, elle avait que peu de moments blessés, et quand elle les avait, j'étais tout de même responsable d'eux, parce que moi, je me trouvais dans un passage plein de difficultés. Je venais comme ça, miraculeusement, de découvrir... bon, alors, malade, mais ne parlons plus de ça. Je l'étais, bon.
dans le cours de ma maladie, je découvre que je peux rester sur des feuilles de papier à écrire. Je découvre ça. Quand je le faisais, quand j'étais à Marseille ou quand j'étais même à Paris, rue Friand, près de Réchelle, je peignais plus, je dessinais plus que je ne prenais des petites notes. Enfin, jamais je n'avais imaginé que quelque chose se mettrait à couler de moi. Bon, c'est arrivé. C'est arrivé, eh bien, quand ça arrive, ce n'est pas pour quelqu'un comme moi. Ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté sans problème, parce que je ne possède rien. Je ne possède pas plus maintenant. Et non pas qu'est-ce que je vais faire, hein. J'en étais pas là, j'en étais pas à me dire il faut à tout prix que je trouve à faire quelque chose parce que sinon je vais vivre sur les soins de ma maladie, toucher un petit peu de fric, très peu. Cécile faire du tissage, vivre on peut dire sur le dos de Cécile, non. Donc ce n'était pas je vais maintenant écrire, mais c'était ma vie a radicalement changé. Ben, ma vie elle avait changé.